Et Sarah Ferguson serait au bord de la faillite. En Angleterre, de nombreuses voix dénoncent la pingrerie de la reine. L'avarice, ça peut parfois coûter très cher. Les musées parisiens sont-ils devenus des self-service? 5 toiles de maître ont été volées au musée d'art moderne de la ville de Paris dans la nuit du 19 au 20 mai. 5 toiles parmi lesquelles un Modigliani, un Picasso et un Matisse, pour une valeur estimée à 100 millions d'euros par la ville de Paris et 5 fois plus selon certains experts, envolées sans que le système de surveillance qui était en panne depuis plus d'un mois ne s'aperçoive de rien, forcément, on se demande si les bijoux de famille de la nation sont bien en sécurité dans nos musées. Vendredi dernier, Le Parisien rendait public un rapport confidentiel de l'Inspection Générale de Paris sur la sécurité des musées. Système de sécurité incendie obsolète, surveillance électronique dépassée, caméras de surveillance fictives, à bord des musées sous-protégés, le rapport est accablant. Les moyens modernes destinés à empêcher les intrusions ou à protéger les œuvres ne sont pratiquement pas utilisés. Autrement dit, les musées sont des gruyères et le vol des tableaux au musée d'art moderne est plus la chronique d'une catastrophe annoncée qu'une véritable surprise. Un vrai scandale et en même temps, la possibilité d'entrer dans un musée comme dans un moulin 24 heures sur 24 et de pouvoir emporter son œuvre préférée sans être indisposé par des agents de sécurité, c'est peut-être ça la culture pour tous. Mais qui est responsable de la situation catastrophique de la Grèce? Pour les Grecs, c'est de la faute de leur gouvernement précédent corrompu. Du coup, ils refusent de payer à leur place à coups de plans d'austérité successifs. Mais pour le gouvernement grec, c'est de la faute de l'Allemagne qui, en tergiversant sur les plans de sauvetage du pays, ont laissé le champ libre aux spéculateurs qui attaquaient la Grèce. Mais les Allemands, eux, disent que c'est de la faute des Grecs, dont l'économie parallèle représente 30% du PIB, qui ne travaillent pas assez et surtout ont sciemment menti sur la réalité de leur déficit public. Oui, mais ça, c'est de la faute des banquiers, de la Goldman Sachs, qui aurait développé des outils permettant à la Grèce d'emprunter tout en dissimulant l'ampleur de sa dette pendant plusieurs années. Mais pas du tout, disent les banquiers. Cette crise, c'est de la faute de l'Europe, qui a tout fait à l'envers en inventant une monnaie unique avant de créer des outils pour coordonner ses politiques économiques. Quant à l'Europe, elle ne sait plus tellement à qui la faute, mais elle ne sait surtout pas si elle va sortir vivante de cette crise. Bref, tout le monde se renvoie la balle et a du mal à envisager cette crise avec un peu de philosophie. Après avoir été le berceau de l'Europe, on finit par se demander si la Grèce ne va pas devenir son tombeau. Voilà, après la vie quotidienne, on entre de plein pied dans la crise de l'Europe. Vous savez qu'en 2008, il y a eu la crise financière. Là, nous sommes en pleine crise de l'euro. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Attali. Bonsoir. Bonsoir. À l'ouverture de l'émission, on montrait votre livre « Tous ruinés dans 10 ans ». Il est publié aux éditions Fayard. On est évidemment là pour entrer dans le vif du sujet. À vos côtés, Yves Tréhard. Yves, bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Frédéric, qu'on retrouve comme d'habitude avec beaucoup de plaisir. Et on a choisi, avec toute la rédaction de l'Objet du Scandale, d'inviter 3 personnalités qui sont très liées à la Grèce, parce que c'est un pays qui nous touche. Et je vous demande d'accueillir, alors, bon, on a fait un petit clin d'œil musical, un peu de Sirtaki, mais Nana Mouskouri, Costa Gavras et Nikos Aliaga. Bonsoir. Ah, c'est vous. Bonsoir. Salut, Nico. Bon, alors, on est tous un peu émus de vous recevoir parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de votre pays. J'aimerais savoir, Nana, comment vous avez vécu ça, comment vous vivez ça aujourd'hui? Quand vous lisez les Grecs. Pour moi, c'était comme une bonne grecque, c'était un grand drame. Mais sérieusement, j'ai dit ça parce que j'ai beaucoup souffert et je souffre encore. C'est quelque chose que... Vous savez, c'est ce que je disais à Costas il y a 50 ans. Et quand je suis arrivée pour la première fois en France, notre pays était adoré par tout le monde, avec Jules Dassin, Mélina Mercouri qui avait fait ces fameux films. Il a suivi avec des merveilles où on a eu des palmes d'or. Il nous faisait être fiers. Ça veut dire... Et maintenant, moi, je sens mon pays complètement humilié. Et que je trouve que, évidemment, il y a beaucoup de raisons. Ça, c'est vrai. J'accepte aussi les raisons et tous les problèmes qu'il a créés. Mais en même temps, je crois que cette humiliation... comment vous dire? J'ai l'impression... des fois, qu'on attaque un pays pour oublier de certains autres problèmes. Donc la question des responsables...
là. Le problème était là. Évidemment, très grave problème. Mais je sens qu'il a été encore plus appuyé, ce problème. Alors, je rappelle qu'effectivement, on a beaucoup accusé la Grèce d'avoir truqué les comptes, truqué les statistiques. Ah, ça, oui. 300 milliards d'euros de dette, une dette abyssale, il faut quand même donner les chiffres. Mais je voudrais que la parole circule. Costa Gavras, est-ce que quand vous lisez ça dans les journaux, les Grecs sont des tricheurs, quand ils sont désignés du doigt, vous vivez ça comment? Vous l'avez dit. Parce que vous avez été tous les deux très engagés. Hein. Vous avez dit les Grecs, et on dit les Grecs. Ouais. Or, il y a sûrement des Grecs qui sont des tricheurs, vu la dette, mais il y a énormément des Grecs, un peuple grec, des jeunes Grecs, qui ne sont pour rien dans cette affaire. C'est ça qui est inadmissible. Et en Allemagne, il y a des articles épouvantables, en Angleterre aussi, heureusement en France, c'est un peu moins. Mais en France aussi, il y a même un philosophe qui a dit les Grecs, c'est des voleurs. C'est inacceptable, c'est lamentable. Voilà. Comme le disait... il est vrai qu'il y a des hommes politiques qui sont mal comportés, qui n'ont pas prévu comme il fallait, qui ont même triché. Mais le peuple grec souffre et va souffrir pendant des années et il faut le respecter, notamment les plus jeunes. Mais c'est les coups de fil que vous avez, Costa, les coups de fil, les gens qui vous appellent, la famille qui vous appelle, est-ce qu'ils vivent ça comme une sorte, c'est une question qui va d'ailleurs à Nikos, comme un drame, quoi? Mais bien sûr, c'est une tragédie. Il y a des jeunes qui vivaient jusqu'à présent, qui sont soit au chômage, qui ont 700 € pour vivre par mois ou 1000 € par mois. On va, bien sûr, on va les réduire, ça aussi. Voilà, et puis on les traite des voleurs en plus. Ça, c'est absolument inacceptable. Voilà. Vous savez, on parle de la démocratie, pas dans le bon sens. Parce que la démocratie, il y a un mot qui s'appelle respect dedans. Et là, ça, on n'a pas de respect. Ils n'ont pas utilisé. Ça faisait 30 ans que les politiques, que tous les partis qui ont eu le pouvoir, ils ont triché, ça c'est vrai. Mais en même temps, en trichant, ils n'ont pas donné le goût au public grec, aux gens grecs. Comment c'était important l'Europe, être en Europe et apprendre à vivre en Europe. Ce qui fait que maintenant, tout à coup, on pense que l'Europe était méchante avec nous, parce qu'on n'a pas appris à la connaître. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a eu beaucoup de moments où on pensait le paquet de Delors, le paquet de l'Europe, c'était ça, c'était un cadeau. On ne savait pas qu'il fallait payer aussi. Enfin, donc sous-information. Des questions par-delà l'émotion précise. Et évidemment, on va parler avec Nikos, mais tout le monde se souvient, Costa, de la fin de Z, qui a été un événement mondial. C'est-à-dire ces colonels grecs qui ont quand même joué un rôle terrible dans votre pays, qui passaient en accusation les uns derrière les autres avec cette musique magnifique. Et je crois que les gens qui n'ont pas été bouleversés par ce film sont rares. Est-ce qu'aujourd'hui, il va se passer la même chose avec les dirigeants politiques? Est-ce que vous sentez en Grèce une vague de procès en responsabilité? Non pas dictatorial, mais économique. Je l'espère. Je l'espère parce que pour la dignité des Grecs honnêtes, il faut vraiment punir ceux qui ont triché pendant toutes ces années, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des privés, etc. Mais il y a un autre problème dont personne ne parle. Comment ça se fait que cette dette a gonflé autant? Pourquoi des pays comme l'Allemagne, la France, l'Angleterre et d'autres pays ont laissé cette dette augmenter en vendant en Grèce des voitures, des tanks, des avions, toutes sortes, sans rien prévoir. Sans parler de M. Barroso, qui à un moment donné, il aurait dit, écoutez, vous allez trop loin. Parce qu'il était vrai, quand il y a des corrompus, il y a des corrupteurs aussi. Et les corrupteurs, c'est de l'autre côté. Donc il y aura une action en justice. Ah ben je l'espère. Je suis pour rien, ça a commencé dans Nikos, le sentiment, justement, du journaliste que vous êtes, de l'animateur de télévision et puis du grec. Alors déjà, tu as parlé de la France tout à l'heure, Costa. C'est vrai que la France, dès le départ, et le gouvernement français a soutenu la Grèce. Un comportement qui était aux antipodes de celui d'Angela Merkel, qui elle-même, pour des raisons clientélistes, internes et politiques, a tout fait pour que la crise gonfle, et ensuite elle a même perdu ses élections. Ça ne lui a pas servi localement. Les Grecs aujourd'hui se sentent certes humiliés, désabusés, mais en même temps, c'est un secret de polichinelle, l'histoire de « ils ont fraudé ». Oui, évidemment, quand il a fallu rentrer dans le système monétaire européen, il a fallu maquiller un petit peu, comme d'autres l'ont fait. La Grèce n'est pas le seul pays. Pour rentrer dans le fameux critère de 3%. Absolument. Alors que le déficit en Grèce est de 14%, 15% depuis des années. Mais ce n'est pas le seul pays qui est dans le rouge en même temps aujourd'hui en Europe. Citez-moi un pays de l'Union européenne qui n'est pas endetté. Sauf qu'aujourd'hui, les Grecs se retrouvent non pas comme un talon d'Achille, mais comme des boucs émissaires. C'est-à-dire que tout le monde se défoule un peu sur eux, et ça prouve aussi que l'Union... Pas trop en France. Non, j'entends... Parce qu'on sent le vent à l'échelle internationale, les spéculateurs, le business. La France a été réglo. Je voudrais remercier
vraiment même l'opinion publique française qui a plus été dans la compassion et essayer de comprendre ce qui se passe en Grèce plutôt que dans les bandes de voleurs, les Grecs. Pour autant, un jeune Grec aujourd'hui qui gagne 700 €, qui est surdiplômé, 500 ou 700 quand il a 3 boulots, parce qu'ils ont 3 boulots, c'est pas des feignants qui dorment sous les oliviers, pense, comme dans les années 50, mais mon père est arrivé ici dans les années 60, il pense tout simplement de quitter le pays voilà, et d'aller vivre à l'étranger, de travailler à l'étranger. Ça veut dire aussi que ce n'est pas un problème grec, mais un problème européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'union, il y a une union monétaire sur le papier, mais on a vu les failles. Vous savez très bien que les autres... Il n'y a qu'une union monétaire aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre union que l'union monétaire. Il n'y a pas d'union économique. Donc quand ça tombe, le reste est donc ça nous concerne tous. Le problème grec pourrait devenir un problème européen dans d'autres pays. Jacques Attali, d'abord merci de venir ce soir parce que c'est important de parler aux Français. Jacques Attali, maintenant, avant qu'on débatte tous ensemble, il faut en quelques phrases tracer le constat. Que se passe-t-il aujourd'hui? Je tiens à rappeler que vous êtes un des rares, c'est pas pour vous faire les pompes, hein, qui en 2008, enfin avant 2008, avait prédit un peu la crise financière. Je dis un des rares parce que c'est vrai, des livres l'attestent. Après, bon, comme tout le monde, vous avez été peut-être surpris par la crise de l'euro, mais qu'est-ce qui se passe actuellement exactement? Non, ça fait 10 ans que je dis que l'euro disparaîtra si on n'a pas de fédéralisme budgétaire. Donc je ne suis pas surpris de ce qui se passe. Ce qui se passe d'abord, c'est que, comme il a été dit, c'est que la Grèce n'est qu'un petit oiseau dans la mine qui révèle la catastrophe. C'est tout l'Occident qui est en problème. L'Occident, qui depuis maintenant 30 ans, fait semblant de croître par la dette, au lieu de croître par son travail. Et c'est vrai au Japon, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout en Europe. Tout le monde a... D'où la colère de Pierre Priolet, l'agriculteur, tout à l'heure. Ça fait partie d'un ensemble où nous sommes endettés. Alors à un certain moment, ça se voit. Alors ça s'est vu d'abord aux États-Unis, où il y a eu la crise des subprimes, une banque qui fait faillite. Lehman, dans le système financier mondial, Lehman, c'est la Grèce. Ce qui se passe pour la Grèce, pour les dettes publiques, c'est ce qui s'est passé pour Lehman, pour la dette privée. Donc, ça a commencé à exploser. À ce moment-là, on a dit qu'on allait régler la question de la dette privée, on a fait des tas de réunions, on a dit ça c'est fini. En réalité, on n'a rien réglé du tout. On a transféré la dette privée sur les dettes publiques, sur les budgets. Et donc, les dettes qui avaient déjà augmenté ont continué à augmenter encore plus vite parce qu'il fallait en plus prendre le poids de la dette privée. Et donc, à ce moment-là, les dettes ont continué à augmenter. Pardonnez-moi parce que je vais faire le naïf, mais si je comprends bien, le capitalisme d'aujourd'hui, c'est nourri de la dette de tout le monde pour croître. Exactement. Et en termes de consommation, et en termes d'immobilier. C'est utile. Hein, on vous vend une voiture, mais on vous endette. Voilà, on vous vend un appartement, mais on vous endette. C'est très utile dans une certaine limite. C'est utile dans certaines limites parce que la dette, ça permet d'acheter un logement, ça permet d'acheter des machines, c'est très utile. Mais il y a une limite. Et cette limite a été très largement franchie. Elle a été franchie partout. Alors, ce qui s'est produit, donc, c'est pour la dette privée, ça a été les banques américaines. Et ensuite, tous les autres pays ayant transféré la dette sur la dette publique se sont trouvés en crise. Ce qui s'est passé, pourquoi la Grèce a été la première qui s'est vue, alors comme ça a été dit très justement, il y a une sorte de connivence générale partout dans le monde. Je ne regarde pas tes mensonges, tu ne regardes pas mes mensonges. Tout le monde était dans ce cas-là. Je pourrais donner des chiffres. La dette japonaise est pratiquement égale à la dette grecque aujourd'hui. La dette américaine est abyssale et phénoménale. Mais le Japon finance sa dette en interne. Les États-Unis sont la principale monnaie du monde. Pourquoi ça s'est vu en Grèce avant les autres? Simplement parce qu'il y a eu un changement politique en Grèce et que le nouveau gouvernement a dit « ça, non, moi, je ne peux pas porter ça sur moi, je vais être obligé de mettre tout sur la table ». Et à ce moment-là, on a tiré le fil et on a vu que la Grèce était évidemment corrompue, ne payait pas, avait des fortunes, avait des situations impossibles. Et naturellement, à ce moment-là, tout a explosé. Et c'est loin d'être fini. Hein. La Grèce, c'est la grande question. Premièrement, ce n'est pas que la Grèce, et deuxièmement, c'est loin d'être fini. Alors les chiffres, tout le monde les connaît parce qu'ils ont fait la une de l'actualité, les fameux 750 millions, enfin la somme colossale de l'Europe, il y a l'argent du FMI. Oui. Est-ce que tout ça va régler quelque chose ou est-ce qu'on est en train, comme disait Priolet tout à l'heure, de se moquer de nous considérablement? Non, personne ne se moque de personne, mais ce qui est en train de se passer, c'est que les marchés, comme on dit, c'est-à-dire les prêteurs, vont beaucoup plus vite que les emprunteurs. Les prêteurs, ce sont des banques qui agissent extrêmement vite. Les emprunteurs sont des gouvernements qui sont très lents à agir. C'est la nature de la démocratie, ça met du temps. Et donc, nous agissons, nous, les puissances publiques, beaucoup plus lentement. Donc, on a pris une solution pour la Grèce à peu près 6 mois après qu'il aurait fallu la prendre. Si on avait fait pour la Grèce 6 mois avant, il n'y aurait pas eu de problème. Les 800 milliards dont vous parlez sur l'Europe, on les a fait 6 mois trop tard. Et donc, maintenant, il faut agir maintenant beaucoup plus pour
faire le fédéralisme budgétaire qu'on aurait dû faire au moment de la création de l'euro, mais on est très en retard. Donc, on est loin d'avoir réglé. Je pourrais même vous dire combien tout ça est en train de devenir une boule de neige qui va grandir. Parce que vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de dire à la télévision le soir en direct, c'est que tout le monde va être là avec... Je peux vous donner un... Non, mais il faut affronter les choses comme elles sont. Mais ça, c'est vrai. En effet, vous avez raison. Il faut mettre un nom sur les problèmes. Vous avez raison de dire, j'ai dit il y a 3 ans, le tsunami arrive, tout le monde se moquait de moi, le tsunami est arrivé. Je dis maintenant, l'avalanche arrive. Si vous voyez, prenons l'exemple grec. La dette grecque, c'est pas n'importe qui porte la dette grecque. C'est les banques allemandes, c'est les banques françaises. Si la Grèce a des difficultés, ce sont nos banques. Et les banques allemandes qui vont avoir des difficultés. Est-ce qu'il y a des banques françaises qui ont spéculé? Spéculé, non, ils ont prêté. Ils ont prêté, donc c'est normal, ils ont prêté, maintenant ils s'inquiètent, donc il faut monter les taux d'intérêt, c'est tout à fait normal. Mais, regardez où le cercle vicieux va venir. Comme les gens se disent, oh là là, les banques... Parlons des banques allemandes, pour ne pas parler des banques françaises. Oh là là, les banques allemandes vont avoir des problèmes en Grèce. Non, parler des banques françaises et oublier les allemandes. Voilà. Les banques vont avoir des problèmes. Donc, on s'inquiète pour les banques. Donc, les banques vont devenir en difficulté. Donc, les banques vont demander de l'argent nouveau au gouvernement. Mais les gouvernements n'ont plus d'argent. Le joker qu'on a utilisé il y a 2 ans en faisant du déficit pour payer les banques, on l'a plus. Et c'est ça qui est nouveau dans la situation actuelle, c'est qu'il n'y a plus personne pour régler les problèmes, puisqu'on a mis tout l'argent déjà sur la table. Avant que le débat ne soit lancé, Nikos, Costa et Nana Mouskouri, j'ai vu récemment à la télévision, c'est ma chaîne, j'en suis fier, Arlette Chabot et DSK parler de cette situation, et avec une certaine forme de bonhomie, Strauss-Kahn a justifié le plan qui a été adopté pour la Grèce. Est-ce que vous l'acceptez? Quand vous l'avez vu, vous l'avez peut-être vu, Nikos, vous en avez pensé quoi? C'est notre étrangleur, c'est notre sauveteur? Non, mais on n'a rien sans rien. Mais aller convaincre un travailleur grec aujourd'hui ou quelqu'un qui attend sa retraite que donc il va travailler plus, il va gagner moins, et en plus sa petite retraite qui aujourd'hui est aux alentours, je crois, de 400, 450 euros ou 400 euros en moyenne, va passer à 200 euros les 7 prochaines années. Donc c'est très difficile pour l'actuel gouvernement. Quand vous l'avez vu. Parce que maintenant, moi, je pense qu'il y a ce qui me chagrine profondément, c'est qu'il y a un discours un petit peu d'argentier, de politique, de faiseur d'Europe qui construit sur du papier avec des grands mots, avec des grands projets où effectivement on parle des spéculateurs, on parle de milliards. Et puis il y a la réalité au quotidien où il n'y a aucun projet politique et sociétal. Donc vous le vivez mal quand même, l'idée qu'on... Je le vis mal parce que je ne crois pas, pardonnez-moi, et je pense que Nana sera d'accord, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans 4 ans. Quand bien même, aujourd'hui, je crois qu'hier ou avant-hier, le ministre de l'économie grecque a dit, voilà, écoutez, on a déjà serré la ceinture, au mois de juillet, on va gagner 4 milliards. Mais c'est au jour le jour. On ne sait même pas si on s'en sortira dans 6 mois et si ça ne touchera pas d'autres pays. Nana Mouskouri, Costa Gavras. C'est après débat général pour terminer. Les mesures, vous savez, qu'ils ont prises, le problème, c'était qu'il avait promis, quand il était élu, le gouvernement d'aujourd'hui, ils avaient promis beaucoup de choses, et surtout pour les retraités, vous savez, les très bas salaires. Il disait, on va trouver de l'argent. Il a mis 6 mois avant de faire quelque chose, et les 6 mois, c'était quand il s'est bagarré avec l'Europe en essayant de recevoir cet argent. Et la Grèce, maintenant, a l'impression que c'est l'Europe qui l'impose, que c'était obligatoire, lui aussi, de l'imposer. Donc, ils sont un tout petit peu hésitants. C'est ça le problème. Et puis, c'est ce qu'ils font actuellement. Si vous voyez les journaux et tout, ils se bagarrent. La télévision, partout, toute la presse a jugé ce qui a fait Siemens ou bien tous les problèmes. Il y a le règlement des comptes, et ce n'est pas le moment. Mais est-ce que le règlement de compte... Parce que le premier déjà, ils ont reçu la première somme d'argent qu'ils devaient recevoir pour payer la première dette. 20 milliards. Ouais. Mais le problème, c'est maintenant quel progrès, quelle avance les gens ils vont avoir en Grèce. C'est ça qu'on attend de voir qu'est-ce que c'est le prochain pas. Nikos, voilà. Est-ce que vous croyez, Nikos et Costa, à la révolte, par exemple, du peuple grec? Si, c'est très possible. C'est possible, on voit ça de très loin, comme ça, dans le confort dans lequel nous vivons en France. Mais il est évident, quand on se met aux jeunes là-bas, qui ne voient pas d'avenir, qui n'ont pas de travail et qui ont des diplômes, et si un jour ils explosent et qu'ils descendent dans la rue, évidemment, ça n'est pas la solution, ça n'apportera rien, ça sera même pire. Mais ça va les soulager. Voilà. Donc cette possibilité existe. C'est très possible. C'est très possible. Il y a eu un décembre d'il y a 2 ans, pendant 10 jours, des manifestations très violentes. Voilà, et Athènes qui a été transformée justement par une génération qui avait des 15-16 ans. Et ils ne savaient pas encore, mais c'était peut-être des prémices. Je crois qu'il y a une suspicion à l'égard, en tous les cas, de la classe politique, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils en ont ras-le-bol. Ils en ont marre des partis politiques et ils veulent
Alors, des choses Yves concrètes. Tréhard, Frédéric Bonneau, maintenant nous sommes tous ensemble et il faut qu'on voit vers quelle solution, parce qu'on est quand même là pas pour désespérer les foules, mais quelle solution quelle direction, pas solution, ce serait prétentieux, mais quelle direction doit être prise et quelles questions doivent être posées. Frédéric et Yves, par exemple. Moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que où serait la Grèce aujourd'hui si elle n'était pas entrée dans l'Union européenne en 1981 ? Elle ne serait certainement pas aussi riche qu'elle l'est aujourd'hui. Donc l'Union européenne, aussi bien pour la Grèce, l'Espagne, le Portugal, 3 pays que je prends à dessein parce que c'était 3 pays qui sortaient de dictature, s'ils n'étaient pas aujourd'hui dans l'Union européenne, ils ne seraient sans doute pas aussi riches qu'ils le sont. La deuxième chose, c'est qu'il y a un océan, un tsunami de pessimisme qui nous balaye aujourd'hui, mais essayons un petit peu de voir comment on peut se servir de cette crise pour essayer de la surmonter. Et ce que je trouve fabuleux, enfin fabuleux, c'est pas fabuleux, mais ce que je trouve salutaire dans ce qui s'est passé en Grèce et dans ce qui se passe dans d'autres pays européens, c'est qu'au moins, ça a créé un électrochoc et ça a obligé les hommes et les femmes politiques de ce continent à prendre leurs responsabilités. Et ils n'ont pas fini de la prendre, leurs responsabilités. J'espère. La responsabilité, c'est qu'on a essayé de faire l'Europe, au début, qui était un espace de paix. Et c'est pour ça qu'on a agrégé des pays qui n'avaient rien à voir en commun, d'ailleurs, sur le plan culturel, pas toujours, sur le plan économique. Le modèle de développement de la Grèce, qui est riche, la Grèce. Il suffit de relire Gobineau au XIXe siècle. Et vous verrez que cette Grèce, elle a des richesses. Le modèle de développement de la Grèce n'est pas celui, certes, mais elle a un potentiel énorme. Oui, mais 3% du PIB de l'Union. Ce qu'il faut savoir, c'est que la structure économique de la Grèce, où on sait que, par exemple, à Athènes, simplement, où quand on arrive, on voit plein de piscines, il n'y en a que 300 qui sont déclarées au fisc, ou qu'il n'y a que 5000 personnes à Athènes qui déclarent plus de 100 000 euros de revenus, alors qu'on sait très bien qu'il y a une richesse par ailleurs. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire aujourd'hui que politiquement, il faut qu'on s'unisse pour essayer, et bien qu'on ait un espace où il y ait des choses en commun. Frédéric. Et un modèle de développement en commun. Frédéric, Jacques Attali, et après tous ensemble, parce que les choses... Juste un mot sur des questions que je connais mal en plus, mais simplement pour dire à quel point j'ai été choqué quand j'entends l'acronyme, oui, ça s'appelle comme ça, anglo-saxon, PIGS, ce qui signifie cochon au pluriel. PIGS, c'est les pays qui souffrent de surendettement et qui risquent de faire défaut, comme on dit, à leur dette. Alors c'est Portugal, Irlande, Grèce, l'ES et Spain. C'est l'Espagne. Qui a inventé ça ? Qui a osé inventer ça ? Qui nous rendent déjà les marbres du Parthénon, et après on verra sur les décochons. Mais j'ai envie de dire, c'est juste Lord Elgin qui nous a pillés au XIXe siècle. Mais voilà, ce que j'ai envie de dire à ça, c'est qui a des dettes à l'égard de la Grèce ? Alors on va me dire c'est un romantique, etc. Mais quand même, nous sommes aussi dans une émission culturelle. Qui a des dettes à l'égard de la Grèce ? Est-ce que la dette de l'Europe à l'égard de la Grèce, mais elle est incommensurable. Il y a un très beau film en ce moment dans les salles de cinéma. Je pense que Costa, je pense à lui parce que c'est une vieille connaissance, est allé le voir. C'est le film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Film Socialisme. C'est un rond dans l'eau autour de la Méditerranée. Et le film montre, entre beaucoup d'autres choses, que nos acquis, mais de tous les jours, l'Europe, la démocratie, la République, j'en passe, mais n'existerait pas sans la Grèce. Donc qui a des dettes à l'égard de la Grèce ? Ça, c'était pour le romantisme. Mais quand même, je suis très, très choqué des fois par ce que j'entends, parce que quand même, qu'est-ce que c'est ? Et là, j'ai envie de donner la parole à Jacques Attali, qui connaît ces questions beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que c'est CDS ? Ce sont des produits financiers, si j'ai bien compris, des produits d'assurance qui permettent de spéculer sur l'argent que vous ne me rendrez pas. C'est-à-dire que je vous prête 10 €, ça c'est un jeton, puisque nous sommes quand même dans l'économie casino. Et à côté, j'ai un autre jeton où je vais parier avec vous, Guillaume, que par exemple Costa Gavras ne me rendra pas ces 10 €. Et ça devient une façon de me faire de l'argent. Et voilà comment marchent les fameux marchés financiers. Donc ce que j'ai envie de dire à nos amis grecs, et après je parle plus de ces questions où je ne suis pas très fort, c'est que vous savez, en mai 68, on disait nous sommes tous des juifs allemands. Cohn-Bendit avait trouvé ça quand on lui avait cherché des poux, et sur le fait qu'il était de nationalité allemande, et sur le fait qu'il était juif. Printemps 2010, moi j'ai envie de dire, nous sommes tous des endettés grecs. Oui, je suis...
Un ton solennel s'est installé, mais la situation est quand même une situation quand même exceptionnelle. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Premièrement, pour la Grèce, deuxièmement, pour les Européens, et troisièmement, les solutions. Sur la Grèce, il y a encore énormément de choses à régler. La Grèce fait énormément d'efforts. Ce qui se passe depuis quelques mois montre qu'ils font un effort budgétaire dont je voudrais qu'on ait dans ce pays le courage de faire le même, extraordinaire. La façon dont ils sont en train de restaurer leur compte est incroyable. Mais il reste encore énormément de choses à faire. C'est quand même pas normal que la Grèce ait encore le budget de la défense le plus élevé d'Europe, qu'elle va acheter 15 sous-marins, 30 avions de chasse. En même temps, on n'a pas le même, pardonnez-moi, mais en même temps, nous n'avons pas le même voisinage. Quotidiennement, sur une île grecque, vous voyez un chasseur Vous êtes membre de l'OTAN comme le voisin dont vous parlez. Donc avoir le budget de la défense le plus élevé du monde est absolument ridicule. Mais bon, je pense donc qu'on pourrait réduire ce budget. Oui, mais quand on vit dans une psychose, pardonnez-moi, une psychose de guerre avec le voisin depuis... Cette psychose est entretenue aussi par ceux qui vous vendent ces armes. Donc je pense que ça n'a... Ce budget devrait être réduit. Exactement. Non, les Allemands, les Français. Il faudrait réduire ce budget massivement. Deuxièmement, le voisin d'ailleurs en question, qui est le seul pays d'Europe, même s'il n'est pas dans l'Union européenne, qui respecte les critères de Maastricht. Donc la Turquie, de ce point de vue, est un modèle, même pour nous, Français. Deuxièmement, ce qui se passe en Grèce, tout le monde vous avez raison de faire une émission sur la Grèce, parce qu'en filigrane, le sous-titre c'est « Et si ça nous arrivait à nous aussi ?» Or, ce qui se passe en Grèce va arriver. Aujourd'hui, les phares se sont déplacés de la Grèce, parce que la Grèce est provisoirement sortie d'affaires, parce qu'elle a couvert ses échéances jusqu'en 2012. Tout le monde sait d'ailleurs, parenthèse, que la Grèce ne paiera pas ses échéances de 2012. On sait très bien, elle n'a pas les moyens. Et on s'en moque, puisqu'on a prolongé. On est sur simplement... Encore un instant, Monsieur Le Bourreau. Maintenant, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, peut-être d'autres, qui viendront parce que la dette augmente de façon massive. D'où l'importance de trouver des solutions, des vraies solutions. Les vraies solutions, elles existent en Europe. En dehors du fait qu'il faut mettre de l'ordre, certainement, il y a beaucoup d'impôts sur les gens les plus riches qu'il faudrait élever. La Grèce, d'ailleurs, qui reste le pays du monde où le marché des Porsche Cayenne est le plus élevé. Hein, un peu bizarre. Bon. Mais... deuxièmement, il y a certainement beaucoup de choses à faire pour que les impôts soient beaucoup plus justes, en France comme ailleurs. Donc il y a beaucoup d'ordre à remettre. Mais il faut certainement faire des choses au niveau de l'Europe. Nous avons le choix aujourd'hui entre deux chemins. Où nous reculons et nous faisons marche arrière de la construction européenne, ou nous allons vers une démocratie européenne avec un budget européen. Nous avons cette chance. Parce que là, l'idée générale, c'est de dire comme il y a une monnaie commune de l'Europe... Nous avons un budget. Ouais. Nous sommes dans la situation incroyable d'être le seul pays, l'Europe en tant que pays, qui n'a pas de budget. Et donc, il n'a pas de moyens budgétaires d'aider les États qui en font partie. Vous avez très justement cité le mot de pigs. D'abord, aux États-Unis, il y a 50 pigs, qui sont les 50 États américains, qui sont aussi endettés que les États européens. La Californie est en faillite pire que la Grèce, personne n'en parle. Le Japon est en faillite, personne n'en parle. Si, on en parle. Enfin, moins qu'on ne le parle. Mais pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Parce qu'au-dessus de la Californie, il y a l'État fédéral. Nous n'avons pas l'État fédéral au-dessus. Donc la solution en Europe, elle existe beaucoup plus facilement. Nous n'avons pas d'État fédéral, nous avons les moyens de nous doter d'un État fédéral, nous sommes très riches. Et l'Europe, en quelques jours, ce qui est ralent, c'est qu'on le fera, ça. On créera un État fédéral. Mais sans doute trop tard. Parce qu'actuellement, la situation, pardonnez-moi, Jacques Attali, mais actuellement, la situation renforce considérablement les eurosceptiques. C'est-à-dire les gens qui disent plus d'Europe pour sortir d'une situation qui est la crise de l'Europe, c'est compliqué à expliquer. Oui, mais ça s'est toujours passé comme ça. Je mets un point d'interrogation. Oui, c'est toujours passé comme ça. Quand on avait la crise du marché commun, on savait que pour progresser, il fallait plus d'Europe, on a fait le marché unique. Quand le marché unique n'a pas suffi, on a fait la monnaie unique. Maintenant, il faut avancer vers une intégration politique. Nana, est-ce que vous êtes toujours européenne? C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez encore plus d'Europe, justement? Moi, c'est ce que je pense. Je suis très européenne. Je crois que je suis une grecque européenne. Peut-être dans mon métier, j'étais la première. Mais j'ai appris, c'est ce que je vais dire aussi, j'ai appris à vivre en Europe, respecter les lois de chaque pays où j'étais. Et comme j'ai passé quelques années au Parlement européen, c'était au-dessus de mes forces, je ne voulais pas, mais je le fais. La seule chose que je pense pour l'Europe, moi je pense côté culture et tout ça, je crois que les pays entre eux, en Europe, ils ne se connaissent pas, ils ne changent rien, chaque pays travaille pour soi-même. Donc j'avais espéré pour mon pays faire un petit pont et essayer de faire comprendre au Nord qu'est-ce que c'est la Grèce et que les Grecs puissent comprendre qu'est-ce que c'est l'Europe, pour quelles raisons nous sommes là. Parce qu'on avait besoin et on a toujours besoin, pour nous c'est la protection, mais il faut la respecter. Et c'est la seule chose que j'ai dit, c'est que l'Europe n'a pas fait depuis le début un effort que le pays se retrouve avoir des échanges. On ne sait pas ce qui se passe. C'est un État en Europe
qui fait toutes les lois que nous, on ne les connaît pas. On ne peut pas les respecter. Moi, je tempérerais ça quand même, parce que je comprends les gens qui vivent douloureusement cette crise et qui vont être les plus touchés. Mais il faut quand même se rendre compte que l'Europe, elle n'a que 50 ans. Et que cette Europe, elle a 27 États. Et que ce n'est pas en un claquement. Peut-être trop vite. C'est pas en un claquement de doigts qu'on va tout résoudre et qu'on va se retrouver. Donc ça vient, je crois que c'est Jean Monnet qui disait que d'ailleurs l'Europe, elle ne se fera que par les crises. Eh bien, je crois que là, on a la manifestation de cela. On a une crise extraordinaire. Oui. Si cette crise, on n'arrive pas à la régler, de toute manière, on est mort. C'est pas les Grecs qui sont morts, c'est tous les pays qui constituent l'Europe face à la Chine, face aux États-Unis. Mais les crises nous avancent. Il faut avancer à cette crise qui est tellement dangereuse et tellement mauvaise. Et il y a des systèmes qu'il faut changer. Ils n'étaient pas prêts pour avoir cette crise économique. La Grèce et beaucoup de pays. Oui, la Grèce a une particularité, c'est que la Grèce, en plus, contrairement aux autres pays européens, a quasiment été tenue tout le temps par 2 dynasties. Les Karamanlis et les Papandréou, et enfin, je veux dire, il faut voir comment ça fonctionne, c'est très particulier. Clientélisme Alors, à fond. Plusieurs questions. D'abord, Nico, est-ce qu'à un moment, vous a traversé l'idée, vous et d'autres, justement, de lancer un grand mouvement de solidarité, après tout, la vraie Grèce vit du tourisme, c'est-à-dire d'appeler les Français à aller en Grèce en vacances Je le ferai sans, en même temps, brusquer les consciences et faire du prosélytisme, mais effectivement, ce que je peux dire, et Costa et Nana seront d'accord avec moi, c'est que la Grèce n'est pas un pays dangereux, quand bien même des images... on a vu des images un peu dures avec les manifestations, avec 3 personnes malheureusement qui sont mortes dans leur banque parce qu'elles travaillaient et parce que 3 imbéciles anarchistes et criminels ont balancé un cocktail Molotov. C'était juste, voilà, c'était grave, mais c'est pas le quotidien du grec. J'y étais le week-end dernier, je peux vous assurer que c'est très beau et très paisible. J'aurais cité une phrase qui est quand même importante, puisée au cœur du livre de Jacques Attali. Parce que ça nous concerne tous, grecs et pas grecs. Aujourd'hui, je prends mon temps exprès. Chaque Français, parce qu'il est le souverain, doit aux créanciers du pays, donc le nôtre, dont la moitié se trouve à l'étranger, c'est-à-dire les gens qui nous ont prêté de l'argent, 9 mois de ses revenus. C'est-à-dire que là, on passe de la situation du monsieur qui était tout à l'heure, Georges, 71 ans, à une situation qui est un pays de 62, 3, 4, 5 millions d'habitants, c'est-à-dire nous. Est-ce que c'est vrai qu'on doit tous 9 mois de notre salaire à des créanciers? Oui. Et tous, comment on est rentré dans cette situation-là? Comment, vous qui avez été aux affaires, vous n'avez pas dit stop? Comment Premièrement, je le dis depuis 15 ans. Deuxièmement, quand la dette augmente, 9 mois de quand la dette augmente, les journaux font leur couverture. Quand la dette augmente, les journaux font leur couverture sur le mal au dos. Troisièmement, quand quelqu'un comme moi, depuis 10 ans, le dit, on le traite de pessimisme. L'optimisme est une des causes de la dette. L'optimisme est une des causes de la dette. Parce qu'on vit dans un monde surréaliste. Non, mais le chiffre, il est vrai ou il est faux? Bien sûr qu'il est vrai. Et peut-être d'ailleurs est-il faux aujourd'hui parce que ça doit être 10 mois depuis que le livre est publié. Parce que la dette augmente sans arrêt puisqu'on ne fait rien pour la régler. Et la responsabilité, vous êtes quand même le seul parmi nous qui avait eu des responsabilités politiques importantes. Vous étiez dans le bureau d'à côté du président de la République. À l'époque où j'ai quitté ce bureau, la dette de la France était de 30% du PIB. Aujourd'hui, elle est de 90%. Donc je me sens dégagé de ces responsabilités puisque la dette commence à augmenter véritablement en France en 1993. Vous voyez qui était aux affaires à cette date-là. Donc les questions sont aujourd'hui, et pas seulement en France, un peu partout à travers l'Europe et à travers le monde, c'est à cette date-là que commence véritablement à augmenter la dette. Et vous vous rendez compte que quand les gens vont se rendre compte de ça, ce que disait Costa tout à l'heure, c'est cette atmosphère... je ne dis pas pré-révolutionnaire parce que c'est un peu n'importe quoi, mais enfin de règlement de compte, de révolte, de procès. On s'est beaucoup posé la question il y a encore 3 semaines sur est-ce qu'il n'y a pas des banques françaises qui ont spéculé à la baisse concernant... Je n'ai pas répondu sur les CDS, c'est un point très important. Ça va créer, plus on sort des chiffres comme ça, une atmosphère... Nous ne sortirons pas d'une question fondamentale que vous avez évoquée tout à l'heure et que vous avez évoquée, c'est la question de la réglementation mondiale. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on va faire quelque chose même en Europe, si ailleurs on peut faire autre chose. Moi, je connais des exemples. À Gibraltar, vous avez des automates logiciels qui spéculent au nom des banques 1 milliardième de seconde avant que les banques ne jouent. À Gibraltar. Tout simplement parce que Gibraltar est un paradis fiscal et qu'on peut faire là, de façon automatique, de la spéculation au nom de banques qui se trouvent à Hong Kong ou ailleurs. Donc tant qu'on n'a pas une législation planétaire, ou alors on revient à des bunkers nationaux, on n'aura rien. Donc la seule sortie, c'est celle
qui est évident que les plus jeunes dans cette salle verront. C'est un tribunal pénal international pour juger ces gens-là et un vrai gouvernement mondial. Un jour, on en aura un. Mais tant qu'on n'a pas ça, on n'est pas sorti. Vous avez vu dans le New York Times il y a 15 jours, et après je donnerai la parole à Frédéric, on a raconté à la une du New York Times un déjeuner d'une vingtaine de personnes, nous en sommes fait l'écho ici même, d'une vingtaine de personnes, des banquiers, qui se sont dit, bon, bah, cette fois-ci, on va attaquer la Grèce. 20 personnes à table, un peu de saumon, 3 bouts de poulet et je ne sais pas quoi. Et ils décident au total de flinguer la Grèce. Et de flinguer l'euro. Mais moi, je vous citerai un autre dîner qui a eu lieu il y a très longtemps et qui était encore plus important. 1790, il y a très longtemps. 3 personnes se réunissent à dîner à New York et disent « ça ne peut plus durer ». Les États qui forment les États-Unis... 1790 ? Oui, j'ai bien dit ça. Les États qui forment les États-Unis sont en pleine faillite, chacun d'entre nous. Il faut qu'on se mette ensemble, qu'on fasse un État fédéral, un gouvernement et un budget. Ces 3 hommes, c'était Jefferson, Hamilton, Madison. Ils ont fait les États-Unis. Ce soir-là, ils ont décidé de faire une capitale, qui est devenue Washington, et un ministère des Finances. C'est ce dîner-là qu'il faudra en Europe. On se moque de dîner des banquiers. Moi, j'attends le dîner des 3 hommes politiques européens qui décideront de faire l'Europe. On va l'organiser sur France 2. Il y a juste une chose que j'arrive pas bien à comprendre. Bien évidemment, Nana Costa et la Nico, précédente crise, Guillaume, vous intervenez quand vous le souhaitez. C'était une crise de la dette privée, nous sommes bien d'accord. C'est la même crise. C'est la même crise. Là, maintenant, c'est une crise de la dette publique. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est 2 choses. C'est comment ce que vous appelez, vous, dans votre livre que j'ai lu, le souverain, maintenant on dirait l'État, tout simplement. Bon, l'État, c'est bizarre. Si je dépense trop pour payer mes fonctionnaires, pour assurer des soins hospitaliers, pour le plus positif, c'est donc que j'ai besoin de beaucoup d'argent. Oui. Pourquoi je défiscalise? Je n'arrive pas à comprendre ça. Vous avez raison. Je n'arrive pas à comprendre comment un État qui a besoin de ressources pour donner à ses concitoyens le plus grand confort possible ne fait que de la défiscalisation. Ça me dépasse complètement. C'est comme si moi, père de famille, j'essayais de travailler le moins possible alors que j'ai un loyer exorbitant à payer. La réponse c'est incompréhensible. La réponse, c'est démagogie. On dépense, mais on n'a pas le courage de faire voter l'impôt. Et alors, seconde question, et après je vous laisse la parole, et aussi à nos amis grecs. Que penser du plan du FMI? Parce que j'ai cru comprendre que le plan du FMI, c'était quand même de la potion libérale assez pur sucre, c'est-à-dire basé sur quoi? Défiscalisation, déréglementation. Alors que j'ai d'autres amis grecs que vous, ils m'ont tous expliqué que ce qui était dramatique en Grèce, c'est que c'était le bouclier fiscal à la puissance 100. C'est-à-dire que les gens et les plus riches payent très peu leurs impôts. Est-ce que, par exemple, dernière question, est-ce que par exemple c'est vrai que le clergé grec, qui est important en nombre et en patrimoine en argent, sonnant et trébuchant, n'a jamais payé d'impôts? Là, vous avez tout à fait raison, c'est que la tragédie grecque... C'était mon interrogation naïve. La tragédie grecque... Pas naïve. La tragédie grecque... Il a flingué quelques pop. La tragédie grecque, c'est qu'il n'y a pas d'impôts, ça c'est vrai. Mais là où c'est d'ailleurs très curieux et très intéressant, c'est que quand on remonte à l'histoire de la Grèce et l'histoire de la dette depuis toujours, la première dette, elle est en Grèce. La première dette dans l'histoire humaine, c'est en Grèce, parce que les Grecs n'ont pas osé faire un impôt sur les temples, sur les prêtres, et ont plutôt emprunté que faire un impôt. Et c'est évident. C'est évident qu'aujourd'hui, le grand problème grec, c'est qu'il n'y a pas assez d'impôts. Mais contrairement à ce que vous avez dit, le FMI peut les sauver? Le FMI a proposé, comme l'Europe, moi je suis contre l'intervention du FMI, je trouve qu'on aurait dû régler ça en famille entre Européens. Donc c'est une grave erreur. Les Allemands, mais les Allemands ont voulu, à tort, et même dans l'intérêt allemand, ce n'est pas leur intérêt, faire entrer le FMI. Pourquoi à tort? Parce que c'est une affaire européenne. On doit régler ça entre nous. Le FMI, quelle que soit la qualité de son directeur général, c'est les États-Unis. C'est eux qui tiennent le FMI. Donc, c'était vraiment pas très malin. D'ailleurs, ça a provoqué le fait que M. Obama a téléphoné à Mme Merkel pour savoir ce qui se passait en Grèce. Ça, c'est humiliant pour l'Europe. Donc, il aurait fallu régler ça entre nous. Mais le FMI n'a pas demandé une réduction des impôts. Au contraire, il a demandé une hausse des impôts et les Grecs sont en train de le faire. On attend tous les jours, à la radio, à la télévision, un peu partout, on parle des marchés, ils veulent ceci, ils veulent cela. C'est quoi les marchés? C'est les prêteurs. C'est ceux qui prêtent. C'est les prêteurs, voilà, c'est les prêteurs. C'est des salles dans toutes les grandes banques où des jeunes travaillent et ils gagnent de l'argent avec de l'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune production. En te remettant un verre jusqu'à ce que tu meurs, même si tu es alcoolique. C'est ça le grand problème. Alors pour en revenir à la Grèce, moi je pense que, et peut-être à l'Europe, peut-être cette formidable crise va peut-être avoir des bons résultats. Parce qu'on va comprendre beaucoup de choses. En tout cas, en la Grèce, j'en suis sûr qu'il faut que le pays change. Le pays traverse depuis les colonels une période très, très, très trouble sur tout le plan. Et il y a le clientélisme, il y a les politiciens pourris, etc. Il y a des très bons, mais il y a des pourris aussi. Et quand il y a des politiciens pourris, ils pourrissent aussi le peuple, une partie du peuple en tout cas. Donc, je pense que cette crise, c'est une bonne occasion pour changer aussi le pays profondément. Et je crois que Papandréou
a conscience de ça. Il faut voir s'il aura le pouvoir. Mais je pense et il va de même pour l'Europe. Parce que les crises, finalement, les peuples ne meurent pas. Ni peur de faim, ni de cela. Mais la leçon sera prise. Alors, il faut que les gens aussi aient le courage d'apprendre à vivre dans cette crise aussi. Ça, c'est très important. Et que le gouvernement les aide à le comprendre. Parce que vous savez, comme depuis 30 ans, ils sont habitués à tricher sur tout, maintenant, il faut les mettre sur la bonne route. C'est difficile. Et puis aussi, il y a beaucoup de différences de classes en Grèce. Et les plus fortunés, ils ne payent pas les sécurités, ils ne payent pas les sécurité sociale, tout ça. Ils ne payent pas d'impôts non plus parce qu'ils sont tous sur les offshore et tout ça. Tout ça, il faut quand même les remettre en place. Je voudrais terminer sur Nico sur ce plan-là et après qu'on arrive à la conclusion. Parce que je sais qu'on a entendu dans la sonorité de la voix, le grain de la voix de Costa et de Nana Mouskouri une certaine forme d'émotion. Et c'est normal qu'on la partage. Et vous aussi, depuis le début de cette affaire, d'ailleurs, le fait même de venir ce soir, je sais que vous travaillez à 3h du matin à la radio demain, c'est qu'il y a quand même un aspect... Oui, puis je voulais témoigner aussi en tant que citoyen européen, parce qu'effectivement, tout à l'heure, Yves se posait la question, où serait la Grèce, où aurait été la Grèce si elle n'avait pas été dans la famille européenne. Moi, je suis né ici, mes parents sont arrivés dans la famille européenne dans les années 60, je suis issu de l'intégration républicaine française, je suis allé à l'école comme des Français de souche, pourtant je suis grec, donc c'est pour ça que ça me touche, parce que c'est d'abord une histoire européenne. Alors on serait où? La Grèce, elle a une particularité, elle est aux portes de l'Asie mineure. Elle est à la fois effectivement européenne, culturellement, elle n'a pas 50 ans, elle a 2500 ans. Europe, c'était une petite princesse qui s'était faite draguer par un taureau qui n'est autre que Zeus, pour la petite anecdote. En même temps, c'est un pays balkanique, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin des Balkans. Les Balkans sont en train de s'occidentaliser. Ils vont peut-être vivre dans 10 ans ce que nous avons vécu. Depuis 81, le grec voulait devenir un occidental. Mais le grec n'est pas un occidental. Il est à mi-chemin entre deux mondes, à la fois un peu cartésien et surtout beaucoup plus, je dirais pas baroque, mais hellénique ou hellénistique, ou bordélique comme vous voulez. Pour autant, il ne peut pas rester en dehors du jeu. Si la Grèce sort à la fois de l'euro, c'est l'échec du système, même si je ne suis pas économiste, mais en tant qu'observateur du système monétaire européen d'aujourd'hui, si la Grèce est isolée politiquement au sein de l'Union européenne, ce n'est pas bon pour tout le reste, parce que c'est la faille à travers laquelle on va trouver tous les problèmes, parce qu'il y a des milliers de problèmes en Europe de ce cas. Et je pense qu'on doit se battre, on doit être solidaire, et on doit surtout vivre notre catharsis politique aussi en Grèce. Alors, question, Jacques Attali, et après, dernière réflexion avec Yves Tréhard et Frédéric Bonneau. Quel est l'homme politique qui, aujourd'hui, a pris la mesure de cette catastrophe dont nous parlons tranquillement? Aucun. À mon avis, aucun. Aujourd'hui, Ni Obama? Obama, il a beaucoup de choses à faire pour les États-Unis. Et pour ce qui est des États-Unis... On va les prendre les uns après les autres. Notre actuel président... Non, mais je ne veux pas faire un tableau d'honneur. Je voudrais simplement dire que... Non, mais vous me connaissez, j'aime bien insister. Mais moi, j'aime bien aussi répondre ce que j'ai envie de répondre. Et ce que j'ai envie de répondre, ce qui compte aujourd'hui, ce n'est pas les hommes, c'est la vérité. Comment ça, c'est pas les hommes? Non. On a un président, il y en a un mec... Vous avez parlé vous-même de Dominique Strauss-Kahn. On ne peut pas tourner autour de la question. J'ai parlé du FMI. D'accord. Aujourd'hui, l'urgence, aujourd'hui, c'est de dire la vérité et de faire une action juste. Les hommes politiques ne disent pas toute la vérité, du tout. On ne dit pas, en France, l'importance de la dette. Prenons le cas de la France. Aujourd'hui, rien n'est fait pour réduire la dette, absolument rien. Rien n'est fait pour préparer le budget de l'année prochaine, 2011, dans des conditions qui ne nous mettront pas dans la situation grecque. Aucun courage. Ni à gauche, ni à droite. On continue à dire tout et n'importe quoi. Est-ce que le fait de vouloir reculer l'âge de la retraite, ça participe aussi à une volonté de réduire les déficits en France? C'est pour moi une très mauvaise façon de traiter un vrai problème. C'est une très mauvaise façon de régler un vrai problème. Il y a un vrai problème. Vous étiez un peu sarkozyste, vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez découvert que je ne l'ai jamais été, même si c'est un ami personnel. Je suis très libre dans ma pensée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une dette publique gigantesque et qu'on n'emploie absolument pas les moyens, ne serait-ce que pour préparer l'opinion, à éviter que l'opinion française se trouve dans la même situation. Car nous aurons, je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais je dis ce que je pense, nous aurons une crise grave parce que l'avalanche est déjà déclenchée. Yves, Frédéric. Oui, moi je voudrais dire deux choses. La première, c'est qu'on accuse beaucoup les marchés, c'est-à-dire les anonymes. C'est vous, c'est moi, les marchés, c'est les fonds de pension, tous ceux qui prêtent leur argent. Non, pas moi, les marchés. Non, j'entends bien. Si, avec l'argent que vous avez en banque. Moi, je voudrais dire que les principaux responsables de ce qui se passe aujourd'hui, et qui datent d'il y a très longtemps, ce sont les hommes et les femmes politiques. Par exemple, la crise des subprimes, et ça n'a pas été assez dit,
Le premier responsable de cette crise des subprimes, c'est l'administration Clinton. Et M. Obama défilant dans les rues. Qui a autorisé les banques à créer des produits de crédit. Mais c'était l'euphorie de l'époque. Ça partait d'un bon sentiment pour permettre aux Américains les plus modestes de pouvoir acheter des logements, de pouvoir vivre un peu mieux. Bon, voilà. La deuxième chose, pour ce qui est de la France, on parle de la responsabilité politique. Ça fait depuis 1974 qu'on n'a pas voté une seule fois un budget à l'équilibre dans ce pays. Une fois seulement, je crois, en 1980, avec Raymond Barre. C'est-à-dire que droite et gauche confondus, à aucun moment, ils ont anticipé et ils ont voulu réduire nos problèmes. Et deuxièmement, en France, en 2004, par exemple, il s'agissait de Jacques Chirac à ce moment-là, on avait les moyens, peut-être, de respecter encore le pacte de stabilité, qui veut dire qu'un pays ne peut pas faire plus de 3% de déficit par rapport à son PIB. Eh bien, on a balayé cette règle européenne. Et comment voulez-vous qu'après, des pays qui sont dans des difficultés économiques comme la Grèce puissent le respecter aussi, alors qu'ils sont, d'une certaine façon, beaucoup plus faibles que nous? Merci à tous les trois. Je voudrais vous donner la possibilité de conclure. Nikos, Costa, Gavras. Et là, Mousmouri, un sentiment, des grandes responsabilités pour ce qui s'est passé dans mon pays. Et que je crois qu'ils sont obligés, et j'espère que le gouvernement il va faire tout, parce que c'était les gouvernements qui ont fait venir la Grèce jusqu'ici, c'était tous les gouvernements ensemble depuis 30 ans. Et j'espère que cette fois-ci, ils vont vraiment trouver un chemin de progresser et de montrer la vérité, parler de la vérité. Je crois, Costa Gavras, que vous l'avez eu au téléphone il y a quelques jours, le Premier ministre grec. Il vous a dit quoi? Moi? Non, je parle Costa. Il lui a dit qu'il lutte, comme il peut, avec tout. Il a 10 fronts de tous les côtés. Il essaie de s'en sortir. Et je ne pense pas qu'il soit habitué à ce genre d'exercice. Mais moi, je crois à une chose. Vous savez, la Grèce, pendant les Jeux Olympiques, combien on a entendu des choses négatives pendant des mois qui ont précédé les Jeux Olympiques. Ils ne réussiront jamais, ils ne sortiront jamais. Et puis finalement, le peuple grec s'est réuni et ils ont fait des bons jeux. Voilà. Je pense donc qu'il y a encore un espoir qu'avec ce Premier ministre, d'ailleurs il n'y en a pas d'autres, et il connaît sa responsabilité historique, ils vont pouvoir s'en sortir. Espérons qu'il n'y aura pas de drame. Je voudrais montrer le livre de Jacques Attali qui s'appelle « Tous ruinés dans 10 ans, mais avec un point d'interrogation, dette publique, la dernière chance et les solutions ». On en a parlé abondamment ce soir. C'est publié aux éditions Fayard. Vous pouvez l'applaudir. Nikos, la radio, la télé. Pareil, on partage nos réveils matinaux. Pour en revenir à un mot, vous avez connu une dictature. Vous avez construit votre vie. La guerre, les guerres civiles, la dictature. La Grèce a toujours eu des drames et des tragédies. Et puis finalement, comme le phénix, je dirais que ce n'est pas une crise qui va nous abattre. On s'en sortira. J'ai une petite idée pour la chaîne à laquelle vous appartenez, présentée pendant une semaine, parce que j'ai lu que Laurence Ferrari allait attendre un heureux événement, présentée pendant une semaine le journal télévisé. Un grec à la barre, ce serait pas mal sur TF1. Si le patron me regarde ce soir, hello, idée Guillaume Durand. Salut à tous. 18e édition de la Joie du Scandale avec Stéphane Simon et toutes les équipes. Le réalisateur Guillaume Perret, on était ravis d'être avec vous pendant toute cette saison. L'aventure peut-être continuera. Ciao. C'est aussi sur France2.fr.